Cet épisode a une distance de 8 km à un pace de 7 minutes. Après 4 ans d'absence, je suis de retour avec Coach Bill pour la saison 2 du podcast Coureur.io. Dans cette saison, on veut rendre accessible le monde de la course à pied par des discussions entre nous et divers acteurs du milieu. Notre mission, vous accompagner à vous remettre en forme grâce à la course à pied. Aujourd'hui, on se pose la question existentielle, être coaché ou ne pas être coaché. Mais avant d'y aller dans le vif du sujet, je pense que c'est un épisode duo. Ça fait déjà 2 semaines qu'on saute le duo. Dans le fond, on a fait deux invités back-à-back. Fait qu'on a bien du chit-chat de début d'épisode à faire. Fait que pour ceux qui n'aiment pas notre chit-chat, faites bouton 30 secondes en avant 2-3 fois pour arriver dans le vif du sujet. Fait que, Billy, je pense que tu voulais nous plugger notre nouveau groupe Strava, si je ne me trompe pas. Absolument, c'est à la demande des auditeurs. Ça fait quelques fois qu'on se le fait demander, dont notamment Charles qui était insistant. Pour la bonne cause, c'est correct. Il n'y a rien de négatif à ça. Et il nous demandait depuis un bout de temps, puis il y a plusieurs autres qui nous disaient que ce serait le fun d'avoir une place pour se regrouper. Puis je pense que la meilleure place, c'était sur Strava, plus que sur n'importe quel autre média social, parce qu'à la base, on est des coureurs, nos courses sont là. Alors, le groupe maintenant, Coureur.io, existe sur Strava. Ce que je trouve super cool, c'est qu'on n'en a pas parlé avant aujourd'hui. On ne l'a pas partagé ni sur notre page Facebook, rien. C'est la première fois qu'on en fait la promotion officielle. Et on a déjà 40 membres de façon organique, là, sans qu'on en ait parlé. Tout le monde s'est abonné. Probablement parce que toi, moi, on était dedans. Ça a été marqué dans notre fil comme quoi on était même maintenant membre du groupe Coureur.io sur Strava. Fait que de fil en aiguille comme ça, là, il y a déjà des gens qui sont membres qui commencent dont on voit leur course là, qui s'est partagée. Ben, je veux surenchérir parce que en fait, c'était comme une idée que j'avais eue dès le début. Tu sais, puis moi, je suis une machine à idées, puis Bill, c'est celui qui m'arrête pour qu'on réussisse à garder une constance, puis que je crash pas 2 semaines après. Puis j'en avais parlé justement sur un épisode, dans l'épisode des auditeurs, puis là, c'est là que Charles nous a relancé. Fait que très cool que ça soit fait. Puis une de mes craintes, c'est justement, on voulait pas le lancer au début, qu'on soit juste moi puis toi, Bill, puis comme on a un groupe, mais que, tu sais, finalement, c'est dur de partir un groupe parce que ça prend un minimum de gens qui embarquent pour que ça soit cool, parce que s'il y a personne, les gens veulent pas embarquer. Fait que merci aux 40 personnes. Je vais t'avouer bien franchement qu'il y en a peut-être quelques-uns là-dedans. Je suis allé dans ma liste de contacts Strava, puis j'ai fait invite. Fait qu'il y en a peut-être, mais j'ai essayé d'inviter les gens que j'étais conscient qui écoutaient Coureur.io et non tous mes followers sur Strava. Ben merci à ceux qui ont rejoint. Merci à ceux que ça s'est fait organique. Puis c'est vraiment, vraiment très cool. Je ne suis pas allé voir qu'on était à 40, mais je trouve ça très, très cool. Puis évidemment, on va s'en servir aussi pour faire publication des épisodes. Oui, vous pouvez idéalement nous suivre sur les plateformes de podcast, mais on va probablement les partager là aussi en post. Sinon, on voit toutes les courses des autres membres, puis on a le leaderboard aussi qui se crée automatique. Là, on n'a pas fait de challenge pour l'instant, mais on voit quand même le nombre d'heures totales que tous les auditeurs de Coureur.io courent et qui sont membres du groupe. C'est quand même nice. Hein? Puis j'aimerais dire, parce qu'on parle de challenge, puis on parle de leaderboard, je voudrais pas que ça soit un frein si tu viens de commencer à courir puis que tes courses sont de 1,5 km. Attends pas d'être hot pour venir nous rejoindre. Je veux dire, c'est pas ça le but, c'est pas le message qu'on véhicule. C'est pas une compétition, le leaderboard. Fait que tant mieux si on a des gars comme Dom Royer qui courent 140 km par semaine. Mais on va être aussi content de voir quelqu'un qui commence, puis même au contraire, encore plus content de voir qu'il commence puis de le voir progresser. Fait que je veux juste dire ça. Si jamais ça t'intimide, le leaderboard, no shame. On n'est pas là, c'est pas une compétition. Tu sais, le coureur de 140 km semaine, là, c'est un auditeur pareil. Moi, j'aime mieux avoir 40 auditeurs qui font 1 km semaine puis qui sont dans le groupe qui nous écoutent. Exactement. Sinon, petit shout-out à Anne-Marie qui, aussi sur Strava, qui est maintenant dans le groupe et qui partage fréquemment nos épisodes. Je pense que c'est assez récent qu'elle nous a découvert. Et puis, par contre, j'ai vu là, qu'en rafale, elle a écouté plusieurs épisodes où elle mettait dans son entraînement, dans sa course sur Strava pour le partager aux autres. Merci Anne-Marie, c'est super cool parce que là, tu nous donnes
pas une proximité, là, mais un reach, là, excusez l'anglicisme, pour tout toi, ton groupe à toi. Fait que ça, c'est cool quand vous faites ça, puis que vous le partagez, surtout quand c'est accompagné d'un commentaire senti parce que vous avez apprécié l'épisode ou qu'il y a un élément qui vous a inspiré, par exemple. Fait que merci, n'hésitez pas à le faire. Oui, puis je voudrais surenchérir encore une fois là-dessus. C'est vraiment cool quand vous le faites de vous-même comme ça. Je veux dire, il y a beaucoup de podcasts. Oui, à la fin, dans l'outro, je vous demande de like and subscribe, mais je veux dire, je pense qu'on n'est pas agressif là-dessus. Fait que quand on voit quelqu'un qui apprécie notre contenu, qui prend la peine de prendre de son temps, de le partager avec les autres, juste wow, c'est de la gratitude fois 1 million. Fait que merci beaucoup Anne-Marie pour ça, définitivement. T'as raison, c'est de l'ouvrage ou c'est de l'effort, là, parce que moi, je sais que je l'écoute beaucoup, mes podcasts, je les écoute en courant. Fait que je vais avoir plein d'idées en courant en l'écoutant, mais quand je reviens, je me douche, je me change, je passe à autre chose, je m'en vais ailleurs. Là. De là à dire, hey, j'ai eu une illumination pendant un épisode, peu importe le podcast, mais de faire l'effort, le extra mile, de retourner sur un des médias sociaux, le partager ou aller faire un commentaire au producteur, c'est cool. Là. Ça, c'est vraiment du temps investi qui, pour nous, est riche, puis on vous en remercie. Moi, je voulais faire un autre plug. Je dirais pas shout-out, parce que ça commence à être une joke. Je voudrais faire une plug que c'est le 26e épisode aujourd'hui. Ce qui veut dire que théoriquement, si on en avait sorti un par semaine, ça serait 6 mois, mais comme on a enregistré 3 le premier, on a sorti les 3 premiers, ça veut dire que dans 3 semaines, on va avoir un anniversaire de 6 mois. La pertinence, Billy, c'est quand même cool comme chiffre. Je suis très content. Puis il y a beaucoup de podcasts, je pense que c'est 90% qui dépasseront jamais le 10e épisode. Donc, c'est vraiment cool que ça continue comme ça et qu'on a encore plein de sujets à parler. Avant de continuer, Bill, la question piège. As-tu couru cette semaine? Question piège. Oui, j'ai couru. Puis, je veux vous conter ma course de hier parce que je courais sur l'heure du dîner avec mon partenaire Kevin. J'en ai parlé souvent. Kevin me dit, tu cours ça? Il me dit, ben oui, parfait, on va aller faire une sortie. Il faisait beau. Il faisait beau, mais il faisait pas chaud. J'étais à 1 minute de m'habiller, puis depuis le matin, j'avais un feeling d'avoir oublié quelque chose dans mes affaires ce matin. J'ai mon lunch, j'ai mon ordi. Et ce que j'ai oublié, c'est mon manteau de course. Puis là, on partait. Shit. J'étais à 1 seconde de dire, ben, je peux pas, j'ai pas mon manteau. Et, illumination, j'ai un tiroir au travail où des fois, j'ai du linge d'extra que je laisse. Fait que j'ai rajouté 2 chandails de plus par-dessus ce que j'avais déjà. Et j'ai été super bien. Fait que je me suis juste adapté. J'ai rajouté 2-3 couches. Tu sais, c'était peut-être moins chic, moins normal. C'est pas grave. Ça m'a permis d'aller faire ma course puis de profiter de ce midi-là au lieu d'avoir juste manqué une occasion. Puis toi, Coach Frank, as-tu couru cette semaine? Oui, j'ai couru. J'ai envie de dire que mon dernier épisode Business as Usual où on est dans les opérations, mais j'ai envie d'ajouter, partager une émotion là-dessus. Tu sais, il y a eu la neige, ça n'a comme pas été tout à fait, il a fait froid. Fait qu'on n'est jamais vraiment encore redevenu sur l'asphalte où il y en a par partie. Fait que je trouve que je cours beaucoup encore sur une chaussée qui n'est pas super adhérente. Et cette année, comme je fais le 42 à Ottawa, je suis dans le programme du marathon. Les longues commencent déjà à être longues. Je suis déjà dans les 20 km, puis on est en février, puis la chaussée n'est pas top. Fait que je trouve ça dur de faire 20 km sur une chaussée que j'ai l'impression, quand je donne un coup par en avant, que ça fait comme un demi-pas de recul. J'ai comme l'impression que je fais des 30 km. Fait que je dois t'avouer que j'ai hâte de revoir l'asphalte et de courir sur simplement de l'asphalte. Je partage ça. C'est pas un gros désagrément. Je sais que ça va être bénéfice, que ça va être payant, mais je commence à avoir hâte de voir une chaussée plus adhérente. Tu vois, j'étais allé courir ce matin, puis j'avais beaucoup d'asphalte dans mon coin. J'ai sorti mes souliers d'été ce matin. C'était un wow d'attraction, de l'asphalte. Je ne veux pas te relancer. Là. Moi, j'en ai profité aujourd'hui, puis j'ai pu avoir ma petite sortie d'asphalte. C'était vraiment cool. Là. Tu bragues. Ouais. Tu bragues que ta ville, il fait plus chaud. Puis, hey, tant qu'être dans le chit-chat, je voudrais braguer ta ville. J'ai trouvé ça vraiment cool, le dernier épisode. Luc Mongrain, le sergent. Ils ont été vraiment gentils. En arrière-scène, on nommera pas les autres corps policiers, mais Billy t'a contacté 3-4 corps policiers.
Certains ne t'ont pas répondu, d'autres ont juste relancé la balle au ministère du Transport. La Ville de Trois-Rivières a tout simplement accepté. Ils s'excusaient même parce que ça a pris du temps avant qu'on boucle l'entrevue. Sincèrement, wow, c'est cool. Puis ça donne envie de s'intéresser à ta ville, je trouve. Je trouve ça comme le fait que, tu sais, parce que ça part du top, je veux dire, c'est sûr que ça veut dire qu'ils ont mis en place, qu'ils sont ouverts, qu'ils veulent vraiment partager l'information avec les citoyens. Fait que juste un petit shout-out à la Ville de Trois-Rivières, je les ai trouvés vraiment cool. Puis merci à M. Mongrain encore, c'était cool. Ouais, t'as raison. On l'a remercié, puis je suis d'accord avec toi. Ça démontre une super belle ouverture. Mais écoute, t'es le bienvenu dans ma ville, n'importe quand. Oui, puis il y a bien des jobs au cégep. Ouais. Peut-être un jour, qui sait, peut-être qu'un jour, je serai un trifulien, moi aussi, puis je saurai de quoi vous parlez quand vous parlez du boulevard des Forges et des Ricollets et tout le kit. Exact. T'as une bonne mémoire, au moins. Peu pertinent, mais très, très bonne mémoire. Ce qui nous amène à notre sujet d'aujourd'hui, donc être coaché ou ne pas l'être, là est la grande question. C'est sûr que c'est pas tout le monde qui a un coach. Puis la question qu'on se posait, est-ce que c'est nécessaire? Puis c'est quoi un peu l'offre d'avoir un coach? Qu'est-ce que ça nous apporte d'avoir un coach? Je pense que ce sera pas 100% nouveau parce que c'est un sujet qu'on a un peu abordé à travers plein d'autres sujets qu'on a traités. Là, on voulait y aller un petit peu plus précis, un petit peu plus détaillé dans ce qu'un coach peut nous apporter. Moi, je dirais que d'emblée, là, ça peut se faire avec un coach, mais même avant, là, je pense que ça vaut la peine de faire une petite micro-introspection pour dire qu'est-ce que je veux, moi? Qu'est-ce que je cherche? C'est sûr que, tu sais, je prends ton exemple, Frank, qui a nommé tu fais le marathon d'Ottawa en mai, qui est dans quelques mois, quelques semaines. Tu as un objectif clair, qui est un objectif ambitieux, qui est une bonne distance, ou tu as peut-être un temps en tête, là, tu as quelque chose de spécifique à travailler. Moi, je prétends que quand tu es là, nécessairement, tu es plus proche d'avoir besoin d'un coach que de ne pas en avoir. Tu as nécessairement un grand bénéfice à en avoir un. Par contre, quelqu'un qui me dirait, ben moi, je reprends Sergent Mongrain la semaine passée, qui dit, ben moi, je fais mon 3 courses semaine, puis c'est la constance, ça fait 30 ans que je fais ça. C'est peut-être une vibe un peu différente. Tu sais, de juste courir pour courir, de ne pas être dans la performance, de ne pas nécessairement chercher à progresser, à en faire plus sécuritairement, j'entends, puis de s'améliorer, mais juste de courir pour faire du sport comme on ferait de la marche, par exemple. Je conviens que là, peut-être que le coach va être un peu moins pertinent. Je ne sais pas ce que toi t'en penses, comment tu vois ça, la nécessité d'avoir un coach ou pas. Je trouve ça intéressant ton côté introspection parce que moi, premièrement, je pense que être multimillionnaire, je dépenserais dans tous les coachs possibles. Il n'y a personne qui réussit qui n'a pas un coach derrière. Je veux dire, tu regarderas les équipes de hockey, les grands sportifs, autant les hommes d'affaires, ils vont toujours parler de leur coach. Fait que je pense que ça l'aide à atteindre d'autres niveaux. Puis, j'ai la réflexion, tu parles de M. Mongrain qui fait 3 fois par semaine. Clairement, lui, il n'a peut-être pas besoin de coach. Mais peut-être que ça peut être pratique si on veut se rendre à cet objectif-là. Dans le sens que peut-être que si présentement mon problème, c'est la constance, je fais 3 fois par semaine, je fais ça un mois, j'arrête 2 semaines, je recommence un autre mois. Peut-être qu'un coach pourrait me donner l'élan nécessaire pour que je le fasse, supposons, 6 mois de temps à 3 fois par semaine. Puis par la suite, d'un coup que j'en ai plus de besoin, peut-être que je pourrais le clairer. Mais cela dit, comme j'ai dit, c'est avoir beaucoup d'argent, j'aurais des coachs de tout. Après, c'est une question de valeur et de priorisation parce que je comprends qu'on ne peut pas mettre, on a tout un budget alloué à chacune de nos activités puis qu'on va prioriser selon plein de filtres qu'on a. Fait que je comprends que des fois, la course à pied n'est pas nécessairement notre activité principale, n'est pas là qu'on veut investir. Mais clairement, si les moyens vous le permettent, faites-le. Faites-le le plus tôt possible. Moi, ça serait un petit peu mon message. Faites-le d'un début, quitte à arrêter à un certain moment, mais faites-vous bien partir par un coach. C'est sûr que je pense qu'on y gagne tous. T'as raison qu'on l'entend souvent, ça aussi. Puis c'est un message récurrent de ta part de investissez un peu au début, là, que ce soit dans Saint-Clur, tu en as parlé pour les plateformes en ligne, pour le tracking, puis voir notre progression.
On en parle pour des coachs aussi. Il y a cette vision-là que je ne suis pas assez bon encore pour aller au gym ou je ne suis pas assez bon encore pour voir un coach, mais que je sois assez bon à mon œil à moi. Là, je prendrai un coach pour aller plus loin. Mais je suis d'accord avec toi. C'est là où le plus gros bénéfice, je pense, est, c'est au départ. Parce qu'un coach, on en parlera un peu plus spécifiquement, mais entre autres, je pense au patron de course, partir une pratique de course sans avoir un bon patron de course, après ça, ça se cristallise et c'est beaucoup plus difficile à modifier quand c'est rendu instinctif. Par contre, quand on commence, on ne sait pas trop comment faire, on part, quelqu'un peut nous dire « Oh, OK, regarde, on va y aller avec tes grands défauts ou tes opportunités d'amélioration les plus évidentes, disons. Puis OK, fais juste ça, et tu vas skyrocket parce que tu vas partir beaucoup plus solide. Puis c'est bien plus facile à changer là que dans 6 mois, 1 an, 2 ans, où je cours comme ça puis ça fonctionne. Ouais. Mais là, tu es obligé d'un peu de désapprendre. Là, ça devient des courses qui sont beaucoup plus intellectuelles parce que tu es obligé de toujours penser à que ce soit ta cadence, comment je pose mon pied, comment je lève mes genoux, il y a un peu une perte de plaisir, je dirais, qui peut venir avec ça si on le fait trop tard, versus si on le fait au début, tout est à apprendre, c'est beaucoup plus léger. Là. Mais oui, écoute, clairement, dans les débuts, en tout cas, c'est moi qui ai apporté ce point-là. Allons-y avec, selon toi, Bill, c'est quoi le rôle du coach ou les rôles du coach? Mais c'est sûr que, tu sais, il va s'occuper de votre planification de l'entraînement, il va vous faire quelque chose de personnalisé, mais évidemment aussi, il va prendre le temps de regarder vos objectifs avec vous. C'est pour ça que je disais, ça vaut la peine d'avoir fait votre première réflexion. C'est sûr que le coach, la première chose qu'il va vous demander, c'est quoi tes objectifs, où tu t'en vas, jusqu'où tu veux que je t'amène. Basé sur ça, après ça, évidemment, il y a un plan qu'il va vous faire, mais il peut vous aider aussi au niveau logistique, motivationnel, soutien mental. Il va prendre en compte un peu plus large dans votre vie. Moi, si je suis un athlète et que, oui, évidemment, ma sphère, ça va être la course, puis je vais le guider en course, mais ça va être important pour moi de savoir que la personne a fait aussi du CrossFit ou de la boxe ou du vélo, même si je ne me mêlerai pas de cette sphère-là parce que j'y connais rien, mais c'est important que je le sache, que j'ai un topo complet de l'athlète pour lui donner un conseil qui est avisé. Ou même, j'irais plus loin, quelqu'un qui travaille dans le service à la clientèle, caissière, qui est debout toute la journée. Ah, mais tu sais, ça ajoute quand même une charge au niveau de ton corps. Là. On va le prendre en compte dans ta course. Peut-être que d'aller courir d'une fin de journée pour toi, que tu as fait un chiffre de 8 heures debout, écoute, on est capable de le placer autrement. Puis c'est toute cette visée-là sur votre santé globale. Là. Ça a l'air un peu cliché, là, mais c'est un peu d'avoir le portrait complet puis d'y jeter un œil beaucoup plus objectif. Parce que, personnellement, on l'a dit, on l'a déjà nommé, se coacher soi-même, c'est quasi impossible. On est beaucoup trop impliqué. On regarde nos objectifs puis on veut y croire, on veut l'atteindre, puis on peut faire de mauvais choix parce qu'on ne verra pas nécessairement le bon potentiel de prendre le repos, de prendre le recul, puis de faire un plan qui est réaliste, qui tient la route, d'oser des fois de prendre 2, puis 3, puis 4 pas de recul pour repartir plus fort, alors que quelqu'un qui n'est pas impliqué, puis qui a, entre guillemets, moins à gagner ou à perdre que nous-mêmes, ben, va être capable de donner ce conseil-là. Aujourd'hui, tu as plus de gains à faire de ne pas t'entraîner que d'ajouter un entraînement cette semaine. Et ça, le faire pour nous-mêmes, c'est trop difficile. On en a parlé dans le passé, là, même toi, tu t'es fait prendre au piège de vouloir pousser plus qu'il y en est. Mais je vais rebondir un petit peu là-dessus parce que moi, ce que ça m'amène à un coach, je vais parler de pour moi, puis c'est vraiment, on dit en anglais accountability, là, de l'engagement envers lui. Fait que, tu sais, pour moi, c'est ça la principale, je te dirais le principal objet d'avoir un coach qui m'aide. Puis c'est drôle parce que je fais venir une femme de ménage chez nous, puis je le vois comme une coach de ménage. Parce que je sais qu'elle va venir, fait que je m'assure comme qu'il n'y a rien qui traîne avant qu'elle vienne. Donc, nécessairement, j'ai un engagement le vendredi aux 2 semaines qu'elle vient, comme tout est pas propre, mais au moins, j'ai pas de papier sur la table, tu comprends? Si j'ai de la vaisselle à serrer, c'est ramassé. Fait que je refais un reset.
Fait qu'au lieu de le voir comme jeune femme de ménage, non, c'est comme vraiment une coach qui me donne un coup de main, consultante en même temps. Mais ça me force à faire ce travail-là au minimum une fois par 2 semaines. Fait que le coach de course, pour moi, c'est beaucoup ça. Plus que, oui, il fait mon programme, puis oui, il regarde de façon générale. Mais le fait de savoir qu'à toutes les semaines, je vais me rapporter à lui, puis je vais lui dire ce que j'ai fait. Puis je pense que je l'ai dit, même il y a un épisode, 3-4 épisodes, j'ai dit, c'est pas vrai que je vais dire à Dom que ma première course, je l'ai pas fait parce que c'est des patates pilées, puis j'avais comme 16 ou 18 à faire. Puis je trouvais ça dur. Tu sais, j'aurais pu tout simplement arrêter, mais j'ai dit non, c'est pas vrai que je vais dire à Dom que je l'ai pas faite la première, surtout pas la première, parce que la chaussée est difficile, fait que je le fais, tu sais. Fait que moi, c'est beaucoup ça que ça m'apporte, je te dirais, d'avoir un coach. Par exemple, c'est le même phénomène qu'on voit aussi dans les abonnements au gym. Là. J'ai payé, fait que je vais y aller. C'est un peu ça, c'est un commitment qu'on fait une fois. Puis après ça, l'humain est bâti comme ça. Là. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Aussi bien en profiter positivement, mais comme tu dis, d'être accountable, d'être redevable à quelqu'un que tu sais qu'il va regarder, que tu n'as pas envie de dire « Oh, ça me tentait pas, je suis pas allé 2 jours de suite, puis c'est pas grave. » Puis ça reste en tête. Hein? Tu dis « Je suis en train de courir, puis fuck, je vais choquer, je vais couper ma course. » Ah ouais, mon coach va checker, il va me poser des questions, je vais être obligé de l'expliquer. Fait que là, on fait le calcul mental que c'est plus exigeant d'expliquer le pourquoi je ne l'ai pas fait que de le faire. Fait qu'on le fait. Tu amènes un très bon point avec l'argent. Je suis beaucoup dans tu sais, puis après, quand on dépense, c'est un reflet de nos valeurs, hein, sur ce quoi qu'on dépense. Fait que le fait aussi de le payer, je veux dire, tu ne veux pas payer un coach pour ne pas l'écouter, mais je crois beaucoup en quand tu dépenses, tu es encore plus engagé. Puis là, je sais qu'il y a des visions différentes là-dessus, mais pour ma part, si je dis OK, j'investis, peu importe combien je dépense par mois, cet argent-là, je l'ai vraiment investi. Fait que c'est encore plus un gros engagement parce que j'y ai pensé. Je dis, OK, ben, je sais pas, ça me coûte 60, 80 par séance, je vais en faire 2 par mois, je vais dépenser 1500 $ là-dessus cette année. OK, je vais, à la limite, je ne le prendrai pas. Si je vais dire, finalement, je ne suis pas si sérieux que ça dans ma démarche, je ne prendrai pas un coach. Ou oui, je vais le prendre, puis là, là, ça devient une obligation parce que je me dis, OK, en plus, je paye. Je ne vais pas payer pour y mentir ou je ne vais pas payer pour ne pas faire ce qu'il me dit. Hein, fait que j'aime le côté engagement financier, je dirais, qui motive beaucoup. Je parlais de planification tantôt, puis j'aimerais ça faire un retour là-dessus dans le sens que de la planif, puis je l'ai déjà dit souvent, planification de course, maintenant avec les applications, l'intelligence artificielle, etc., les bons programmes qu'on a dans reconnus, style clinique du coureur, la valeur du coach n'est pas tant là. La valeur du coach est de faire quelque chose de personnalisé pour vous. Puis personnalisé, même je sais qu'il y a des applis style Garmin qui vont adapter automatiquement le plan. Si vous avez sauté à la sortie, il va le remettre le lendemain. S'il voit que finalement vous avez remplacé par quelque chose de très exigeant, mais il peut peut-être vous proposer des sorties plus souples le lendemain sur le lendemain. Par contre, votre montre, elle n'a aucune idée que, je ne sais pas, votre grand-mère est à l'hôpital et que ça ne va pas. Ou que vous venez de perdre votre job. Ou qu'au contraire, ça va super bien, mais vous avez un méga contrat à livrer et vous avez moins de temps. C'est ça, votre montre ne le saura jamais. Un coach va être capable de le faire, puis de discuter avec vous, puis de le prendre en compte, tout ça. De le prendre de façon vraiment globale. C'est quoi l'athlète qu'il y a devant lui? Puis on connaît ses objectifs que vous avez fixés idéalement ensemble. Puis comment y arriver, mais avec le portrait d'aujourd'hui. Fait que le plan sur 8, 12, 16 semaines, c'est correct, c'est un canevas. Mais après ça, il y a une communication constante avec le coach pour comment je me sens ici aujourd'hui. Puis là, je ne suis même pas allé dans tous les volets de j'ai un petit bobo au pied, j'ai un ci, j'ai un ça. Là, je parle juste de la vie, puis l'organisation du temps, puis comment je me sens, puis comment est mon sommeil. Ça, un coach peut vous aider là-dedans. Au début, je pense qu'on ne le perçoit pas, ça. On dit, ben lui, c'est de la course. Hein. Il va me dire, fais 5 fois une, puis demain, 8 fois une, puis la semaine prochaine, on va faire... Ouais, mais c'est plus que ça. C'est plus que ça, parce que c'est l'intégration de la course dans votre quotidien. Puis la course, contrairement à peut-être d'autres sports qui sont un petit peu plus saisonniers, je dirais, souvent les coureurs, c'est plus pour l'intégrer dans un mode de vie.
Puis ça, un coach a beaucoup de valeur à vous aider là-dedans. Tu sais, si je résume, tu as parlé de ça. Au début, on a parlé d'avoir un objectif clair. Mais aussi, il y a le fait de peut-être avoir un point de vue objectif de où on est rendu aujourd'hui. Fait que là, je vais parler de tout ce qui est l'évaluation de départ, parce qu'un coach, généralement, a ses procédures, soit pour calculer la VMA ou peu importe, calculer les vitesses, voire sur papier. J'aime beaucoup ce mot-là, sur papier, parce que quand ils sortent des vitesses, ils disent sur un marathon, tu devrais faire telle vitesse. Ça reste sur papier dans des conditions qui sont pas idéales, mais quasiment. C'est sûr que si le marathon est en côte et qu'il fait 42 degrés dehors, le temps que tu as sur papier, tu ne le feras pas. Fait que ça, d'avoir cette espèce d'évaluation-là d'une personne externe, d'un professionnel qui dit, ben regarde, ça c'est où ce que tu es présentement. T'sais, même si on n'a peut-être pas un objectif clair où ce qu'on s'en va, de dire, ça c'est une photo aujourd'hui où ce que tu es. Puis aussi, ça peut nous ramener dans le temps à, si on refait cette évaluation-là dans 6 mois, de dire, regarde, tu étais là, après 3 minutes, tu es en train de mourir, puis aujourd'hui, tu fais 6 minutes, puis tu es encore en forme. Ça a quand même une bonne valeur de prendre cette photo-là, puis d'avoir des données sur où ce qu'on en est, qui n'est pas nécessairement notre monde, comme tu dis, mais qui est un professionnel qui l'a regardé dans sa globalité. Ça milite encore plus pour le faire le plus tôt possible dans le processus pour voir une super belle progression. Parce que plus tu attends, ben plus cette pente-là de progression, à un moment donné, elle s'amenuise parce que quand même une capacité maximale là, que l'humain peut atteindre. Mais plus on le fait tôt, non seulement ben, on passe les meilleures bases, mais en plus, on peut profiter de contempler nous-mêmes une super belle progression. Là. L'évaluation, ça peut comprendre plusieurs choses. Et tu l'as nommé VMA, des vitesses, etc., cardio. Il y en a, les kinésiologues vont aller plus loin, même qui peuvent faire des tests musculaires pour des déséquilibres, des choses comme ça, pour proposer même du renforcement parallèle à la course, qui vont venir solidifier tout ça. Ou il y a toute l'évaluation du patron de course aussi, que ce soit au niveau de l'atterrissage au niveau du pied, un petit peu position des jambes, du tronc, la cadence, etc. Fait que ça, c'est toutes des petites choses qui peuvent être corrigées après ça là, par des exercices aussi pour, encore une fois, que la pratique soit durable. Puis à la base, là, plus on est bien évalué puis qu'on part sur quelque chose de solide puis de conforme, je dirais au niveau du patron de course le plus possible, bien, ce qu'on vient limiter, c'est les blessures. C'est l'incidence de blessures. Prendre un exemple de quelqu'un qui commence puis qui court gros talon franc, ben, au début, ça va. Là, quand tu fais juste, je reviens 5 fois une minute, là, en 5 minutes, tu ne te blesseras pas. Tu ne feras pas une périostite tibiale en 5 minutes. Mais à un moment donné, quand le volume va augmenter, c'est là que les blessures commencent à sortir parce que des petits défauts comme ça qui se sont cristallisés, ben là, sont taxants au niveau du corps. Fait que d'adopter des pratiques protectrice dès le départ, qu'un coach vous aura apprise, ben, on vient d'acheter pour le futur de la sécurité aussi au niveau de la course, puis de pouvoir augmenter vos distances, de continuer à augmenter vos distances ou votre temps ou votre vitesse ou peu importe c'est quoi votre objectif, mais en s'assurant de ne pas créer des nouvelles blessures. Tu parles de ça dans l'évaluation, puis on en a parlé, mais ça se rejoint aussi de votre situation globale. Comme tu as dit, es-tu un homme d'affaires stressé qui a 3 enfants puis qui court entre minuit et minuit et demi pour essayer de gagner du temps, ou tu as une job tranquille puis tu as tes après-midi de libre puis tu peux comme faire la sieste après. Fait qu'il y a ça aussi qui, dans son évaluation, va compter. Où tu pars, autant ton mindset. Parce que on tend à l'oublier, mais la même course, tu pars, tu es fatigué, tu te dis « Ah, elle va être tough celle-là », ben guess what, elle risque d'être tough. Plus que si tu pars puis que tu te dis « Hey, j'en ai fait des matins, j'étais fatigué, puis j'étais encore plus fatigué que ça, puis je l'ai fait pareil », c'est la même course, c'est la même distance, juste la façon de le penser va vous amener. Fait qu'il y a aussi ce côté-là dans quel état d'esprit qui est la personne, puis est-ce qu'on peut l'amener à le voir de façon plus positive aussi? Tu sais, au-delà de l'évaluation initiale, il y a toutes les métriques maintenant qu'on a la chance d'avoir avec les montres, que ce soit votre tracé de course, la distance, le dénivelé,
Les montres, maintenant, la plupart vont calculer aussi la cadence, donc le nombre de pas par minute que vous faites, qui est un indicateur important pour un paquet de choses. Le rythme cardiaque, évidemment, qui va aussi amener une certaine évaluation, mais ça, votre coach le regarde. Je sais que moi, j'ai développé un peu l'œil ou l'habitude de un coup d'œil, je regarde des tracés de course. J'ai une bonne idée de quelle a été la course. C'est sûr qu'après ça, je vais poser la question à mon athlète. Comment tu t'es senti? Dans quel contexte tu as fait ta course? C'était-tu une course facile? Ça a-tu bien été? Étais-tu quelqu'un qui jasait? Ou justement, ça a été tough, puis tu l'as juste vécu jusqu'à la fin, puis après ça, stop, puis j'en avais plein mon casque. Ça vient contextualiser tout ça, mais juste déjà, là, avec les tracés qu'on a aujourd'hui, je trouve ça tellement riche, là, c'est cool, là, on est capable de voir. Je vais donner un exemple, là, quand on donne un peu de l'intervalle de puissance, par exemple, où j'ai des blocs là, vraiment plus intenses, mais on voit le rythme cardiaque, puis on est capable de voir dans les périodes de repos, est-ce que le rythme cardiaque redescend significativement? Puis juste ça, combien de fois j'ai des gens qui me disaient « Ah, ben pendant la période que je suis supposé marcher entre les deux, j'ai jogué pareil, tu sais, pour travailler plus fort. » Non, tu ne travailles pas la bonne chose. Puis là, on prenait le temps, je leur réexpliquais. Puis là, je lui donnais un autre objectif. Non, je veux que ton cœur baisse le plus possible entre ta zone d'effort et ta période de marche. Là, je lui donner un défi finalement. Je lui donne de quoi s'accrocher. Puis là, on va chercher ça. Mais après ça, dans le graphique, on le voit. C'est très clair. Puis on voit aussi si le graphique de rythme cardiaque augmente toujours, de fois en fois. Mais on sait qu'à un moment donné, on va atteindre un bout. Là. Fait que peut-être que c'était trop intense ou peut-être OK, on va jauger pour ne pas atteindre une limite rester dans une limite plutôt qui est sécuritaire. Fait que tout ça, c'est toutes des métriques qui sont hyper riches pour un coach qui suit un athlète. Et puis, c'est pas obligé de vous intéresser. Vous pouvez juste vous fier à votre coach. Regarde, dis-moi quoi faire, là, puis moi, j'ai juste envie de courir, puis c'est bien correct. Mais à l'inverse, si ça vous intéresse, si vous voulez comprendre, posez-en des questions. Puis ça, c'est des choses qui peuvent vous expliquer. Là. Quelque chose que je trouve intéressant de ce que tu parles, de la vitesse de récupération, parce que c'est une grosse métrique, c'est un gros indicateur de la capacité de l'athlète, parce que c'est ça la différence entre un coureur, mettons, occasionnel. Je me plais à dire qu'à peu près tout le monde, un 5 sûr, un 10 peut-être pas, mais un 5 km, je peux prendre à peu près n'importe qui de pas en forme, puis il va le faire. Sauf que ça va y prendre 3 semaines récupérer. Versus, nous, on fait vu qu'on a un petit peu plus de volume, on fait un 15 le samedi, puis après, on va jouer avec les enfants pareil. Fait que c'est notre vitesse de récupération, puis je pense que c'est un... Puis aussi la vitesse avec laquelle que le cœur est capable de juste comme baisser. C'est un très bon indicateur de ta forme générale, en fait. Là, je dirais pas de la forme générale, mais c'est un très bon indicateur on parle de cœur d'athlète, les cœurs d'athlètes qui vont vraiment, genre, comme, ils vont courir, ils vont arrêter, puis ils ne seront pas essoufflés parce que tout de suite, le cœur est capable de comme revenir puis de faire comme, OK, c'est fait, je continue à pomper de l'oxygène dedans. Puis essentiellement, vous avez déjà peut-être entendu parler de QSM, quantification du stress mécanique, qui est un modèle connu. Là. Essentiellement, c'est de s'assurer que la charge que vous faites en entraînement est supportable par votre corps. Qu'on n'est pas on n'est pas dans des zones à risque de blessure. C'est pour ça que je disais que c'est important d'avoir un portrait global. Quelqu'un qui fait du vélo, de la course, on va quand même faire attention parce que c'est deux sports qui sont cardio. Quelqu'un qui fait de la corde à sauter puis de la course, OK, oui, c'est cardio, mais en plus, j'induis un choc au niveau de la jambe en plus de la course. Fait que si la personne fait de la corde à sauter pendant une journée de repos de course, c'est pas vraiment une journée de repos complète. Fait qu'il y a vraiment une logique là, à prendre tout ça en compte pour s'assurer qu'on ajoute des chocs au corps, mais de façon qui sont soutenables puis qui permettent de se renforcer, mais graduellement. Puis c'est un peu pour ça aussi qu'on parle souvent de cycle, puis on a des semaines de progression, puis on a des semaines de cool-down ou des semaines un peu plus légères. Elles sont super importantes, ceux-là, parce que si on était toujours 100% en progression, il y a des modèles là, qu'on peut partir avec des données objectives, des graphiques, puis c'est clair qu'on court à notre perte, puis tôt ou tard, on va finir en blessure. Parce que le corps, le but, c'est de le stresser, d'y appliquer un certain stress. C'est dans ce temps-là que le corps s'améliore. Mais
c'est pas pendant le stress qui s'améliore, c'est pendant le repos après. Parce qu'on y a. Je vais faire l'analogie, si je vais faire de la muscu, je suis un peu raqué. Le but, c'est pas d'être détruit puis d'avoir des claquages puis des bleus, là, mais je suis un peu raqué. Ben, c'est qu'il y a eu des micro-déchirures, des petites déchirures sur chacun de mes muscles. Mais après ça, quand ça se répare, c'est que ça vient gonfler. Il se répare, le muscle il est toujours de plus en plus large parce qu'il a déchiré un petit peu puis il s'est réparé plus large, plus large, plus large. C'est ce qui fait que ça te fait des belles grosses pipes, des beaux gros biceps. Là, je parle pas pour moi parce qu'on l'a déjà dit, j'ai des petits bras de poulet. Mais c'est le même principe. Fait que le but, c'est d'appliquer un stress au corps, que ce soit musculaire, articulaire, puis d'y laisser le temps de se réparer, se renforcer pour après ça, lui réappliquer un stress encore plus important puis être capable d'y en demander toujours plus. Ben, tu parles justement de progression des modèles, mais je l'avais dit dans un épisode sûrement au mois d'octobre, quelque chose comme ça, fin septembre. J'avais un programme et j'ai sauté une semaine. Fait que dans le fond, j'ai sauté ma semaine un petit peu plus de repos pour tomber dans de la progression, puis je l'avais trouvé tough. Puis là, j'avais écrit à Coach Dom justement, si je l'ai trouvé tough le 22 ou je me souviens pas le 28 ou. Puis là, il m'a comme renvoyé des points d'interrogation. Il dit, t'avais genre 18 à faire. Pourquoi t'as fait? J'étais comme, fuck. Puis là, ben, vu que j'approchais le marathon, on n'a pas pu comme reprendre cette semaine-là de repos. Puis là, j'ai commencé à trouver ça difficile après les entraînements parce que justement, j'ai pas eu ma. Moi, dans le fond, c'est 3 semaines de progression, une semaine un peu plus mollo. Puis cette semaine-là, je l'ai sauté, ce qui fait que j'ai eu comme 4, 5, 6 semaines de progression back-à-back et je le ressentais vraiment. Là. J'aurais pas pu ressauter une deuxième fois, là, c'est sûr, je me blessais. J'étais comme vraiment à la limite parce que j'ai fait une erreur et j'ai sauté une semaine dans mon programme. Mais prouver que finalement ton coach te connaissait bien, vous vous êtes parlé beaucoup, que le modèle tenait la route, tu étais dû pour une semaine de repos puis tu en avais besoin puis tu l'as senti que tu l'as pas eu. Là. Exactement. Fait que oui, ça part d'une théorie, mais après ça, c'est de l'appliquer à chacun des humains puis de le fitter. Tu sais, toi, c'était sur un modèle de 3-1 pour ton marathon à cette fois-là, avec la condition que tu avais. Tu as des athlètes que des fois, on peut les amener sur ça va être 2 semaines, une semaine de repos. Il y en a d'autres là, ça va, là, on va se taper un 5-6 semaines de progression, là, puis après ça, on va donner peut-être 1 semaine, 2 semaines de repos. Fait que c'est vraiment, vraiment contextualisé. Puis ça s'improvise pas. Il y a beaucoup d'intuition là-dedans, puis d'expérience, je dirais, du coach. OK, je n'ai vu selon ce que tu me dis, on va jouer là-dedans. Fait qu'il y a tout ce volet-là, je pense, assez intuitif, mais à la base, c'est basé sur de la théorie. Là. Sinon, bien, évidemment, il y a différents modèles. Chaque coach a un peu son modèle d'affaires, si on veut. Là. Dernièrement, on a parlé des groupes de course qui aussi vous donnent accès à un coach sous une certaine forme. Mais il peut y avoir du coaching, que ce soit privé, semi-privé. Des fois, vous êtes avec un ami, une amie, puis on se prend un coach, on a un objectif similaire, une forme similaire. Ben, ça peut tenir la route. Ça peut être intéressant aussi pour la motivation. Puis, il y a évidemment tout ce qui est présentiel, virtuel. Je sais qu'il y a des coachs qui vont apprécier courir avec leur athlète. J'en suis. Je trouve que c'est, ne serait-ce qu'une fois de temps en temps, c'est un beau moment. Le plus important à la base, c'est de développer une relation de confiance avec un coach. Je pense qu'il n'y a pas meilleur moment que de développer cette relation-là qu'en courant. Tu joins l'utile à l'agréable parce que tu as beau faire ta sortie de course, tu dis hey, on est juste allé courir. Non, mais ton coach, là, oui. Premièrement, il est en train d'écouter ton histoire, il est en train d'écouter comment ça va dans ta vie présentement. Tu sais peut-être pas, mais il t'a regardé courir, il a regardé ton patron, il a regardé comment ça allait. Puis il est capable après ça de te faire des rétros et de t'en parler. Ça aide dans un contexte de hey, j'étais en laboratoire sur un tapis avec un masque à oxygène au visage, avec 4 caméras braquées sur moi. Ça se passe pas tant comme ça. C'est beaucoup, je le disais, hein, c'est intuitif, on apprend à connaître nos athlètes. Mais il vous regarde courir tout le long, puis il va être capable de vous donner des conseils avisés, même si, entre guillemets, ça n'a pas fait mal. Là. Vous avez juste fait une belle course. Puis vous passez un beau moment ensemble, puis la relation de confiance se bâtit au fil de ces courses-là. Clairement. Puis ça fait du bien aussi de ventiler avec quelqu'un d'externe des fois.
T'as raison. Fait que ça dépend de la relation. Il faut quand même avoir confiance, mais il y a bien des discussions dans les deux sens. Hein. Je pense que autant comme le coach peut ventiler avec son athlète et l'athlète avec le coach. Ça ferait des bons épisodes de podcast. Ça serait peut-être raté oreille sensible ou vulgaire ou je sais pas quoi. Là. Ça serait sûrement pas du PG. Mais c'est clair que oui, ça l'aide aussi, ça. Cette conversation-là, c'est agréable. Puis ça l'aide aussi d'avoir quelqu'un d'externe des fois pour ventiler sur d'autres choses que de la course. Tu sais, en courant, d'avoir quelqu'un qu'on peut parler de tout et de rien, raconter des anecdotes ou peu importe. Oui, tu as raison. C'est vrai, c'est intéressant. Sinon, ben, le modèle virtuel, je pense qu'il s'est développé quand même beaucoup dans les dernières années. Ce que j'entends virtuel, évidemment, il y a toutes les saveurs, là, mais disons, votre coach qui vous envoie votre plan, que ce soit via un fichier qui nourrit à mesure, que ce soit juste par une application de messagerie ou whatever, par courriel même. C'est OK, voici ton plan, voici ça, faire des rétros comme ça textuels. Ou même que ce soit une fois par semaine, une fois par mois, de faire un appel. Si on ne va pas courir ensemble, au moins on peut s'appeler, se parler, se voir, se donner un petit peu plus de feeling, je dirais. À l'écrit, c'est sûr qu'on peut donner du subjectif. Moi, j'aime bien, là, surtout dans des périodes où des fois, on est un peu plus en surveillance, qu'on essaye de soit de traiter un bobo ou qu'on joue sur le fil, là, soit qu'on a poussé beaucoup le volume. On dit, hey, comme tu disais tantôt, toi, tu es sur un cycle 3-1, puis je dis, hey Frank, on va y aller sur un 5, là, parce que justement, on a une date, puis je pense que ça peut fonctionner avec toi. Mais là, je vais vouloir qu'on se parle beaucoup plus souvent. Ben, je vais probablement te demander, quand tu as fini ta course, sans que ce soit lourd ou une pression pour toi, envoie-moi une ligne. Hey, c'était facile, 5 sur 10, 4 sur 10, ou oh, c'était tough, j'ai mal dormi, 8 sur 10. Fait que ça donne du contexte. Après ça, le coach regarde les chiffres objectifs dans un Strava ou application ou autre, mais il y a la version de l'athlète aussi subjective. Ça ne vaut pas de se parler, puis d'avoir le feeling de la voix, puis de, comme tu dis, hein, tu comptes un peu plus ta vie, tu vas un peu plus large, puis tu comprends le topo versus quand on est à l'écrit, un petit quick review, là, on va juste aller à l'essentiel. Fait que cette communication-là avec les applications maintenant de vidéoconférence, c'est quand même cool là, parce que c'est pas nécessairement énergivore, ça prend pas beaucoup de temps, on n'a pas besoin de se déplacer, d'aller dans un gym, d'attendre que le coach soit un auteur, de le rencontrer. Ça se fait vraiment vite. Ça peut être en 15 minutes pour 2 semaines, là, juste d'avoir cette mise à jour-là avec son coach. Là. Maintenant, la question, puis je pense qu'on a fait un épisode au complet là-dessus, mais comment on trouve le bon coach? Ça, c'est pas évident. Pour vrai, là. Puis, pareil comme les clubs, je pense que c'est d'en essayer. Ça peut être de prendre des références. Vous connaissez des gens qui se sont déjà fait coacher. Profitez-en pour en jaser avec eux autres. Ça a été quoi ton expérience? Quel était toi ton objectif? Qu'est-ce que tu en as retiré? Mais à la base, un peu comme quand on va chercher n'importe quel professionnel de la santé, ça prend une relation de confiance. Puis de confiance mutuelle aussi. Si on veut débloquer à un autre niveau, il faut que ce soit mutuel. Parce qu'un coach qui sait que son athlète lui ment ou lui dit pas tout, ben à un moment donné, l'engagement est peut-être un peu différent. Tu dis, bon, OK, là, c'est plus difficile, c'est énergivore, c'est une charge mentale de dire OK, il me dit ça, mais je sais que c'est pas tout à fait ça. Là, ce que je vois en ligne, ça ne fit pas. C'est plus d'ouvrage que si jamais la confiance était vraiment bien établie d'un côté et de l'autre. Bon, ce que mon athlète me dit, je peux m'y fier. On sait qu'on était au diapason. Puis que quand je lui dis quoi, il me croit ou qu'il me challenge, c'est pas grave. Là. On peut discuter, on peut négocier. Puis ça arrive. Là. Hey, ouais, tu m'as dit 13, mais j'aimerais ça faire 15 parce que j'ai une amie qui fait 15. Mais regarde, parfait, on va le rentrer dans ton plan, mais le lendemain, tu feras pas 7, tu vas faire 4. Puis, c'est correct d'avoir cette négo-là, si on veut. Puis c'est encore bien mieux de le faire comme ça, en ayant la confiance, puis d'oser le dire à votre coach, que d'improviser quelque chose, puis finalement, ça détruise le plan. Là. Clairement, mais je pense, comme tu as dit, la confiance, les références. Mais j'irais beaucoup avec le fit. C'est vraiment une question de fit parce que aussi, il y a le niveau, peut-être à regarder quel type d'athlète qui coach.
Parce que moi, c'est pas une erreur parce que je connaissais rien là-dedans. Puis j'avais été sur un site, je sais pas si ça existe encore, c'était genre moncoachdecourse.com, whatever, moncoach.com. C'est comme une espèce de listing de coach. Puis là, tu cherchais par région puis par sport. Fait que j'ai juste comme filtré puis tombé sur un coach qui est très, très reconnu dans le monde de la course à Montréal. Par contre, lui, il coachait beaucoup de gens qui faisaient du triathlon puis de l'ultra. Quand j'étais arrivé, il ne savait pas quoi me dire parce que j'étais beaucoup trop débutant pour lui. Tu sais, lui, il amène des athlètes qui sont déjà à un certain niveau à un autre niveau, mais de les partir de 0 à un certain niveau, c'était pas sa force. Puis il ne me l'a pas dit non plus. Je veux dire, ça marche à deux aussi. Là, peut-être qu'avoir un petit peu plus de transparence là-dessus ou de conscience. Il n'en était peut-être juste pas conscient, mais c'est ça. Fait que c'était pas un bon fit pour moi, cette personne-là. C'est pas que c'était un mauvais coach. C'est juste que où j'étais dans ma vie, c'était pas la personne que j'avais besoin. Fait qu'il y a comme ce contexte-là aussi, je dirais, de regarder, comme la confiance, le fit, mais aussi, est-ce que les autres athlètes qui coachent me ressemblent ou est-ce que je suis dans leur braquette? Parce que je suis certain que le coach de Usain Bolt, là, il serait pas bon pour moi. Là. Il me dirait sûrement genre que je cours pas assez vite. Il y a des chances, il y a des chances. Mais tu as raison, effectivement, il y a des je pense que c'est la clinique du coureur aussi qui ont une espèce de bottin là, de coach certifié de leur côté. Il y en a assurément d'autres. Puis moi, tu vois, à l'inverse, tu sais, des gens dans la haute performance ou élite dans l'ultra, ça m'attire pas tant. Je trouve ça très cool de partir des débutants, des gens qui veulent s'initier à la course, tu sais, surtout ceux qui veulent entrer ça dans un mode de vie, que ce soit durable, puis de s'amuser, de prendre plaisir à la course. Pas juste que ce soit un calvaire à chaque fois de faire des trucs intenses. Au contraire, mais c'est ça. C'est qu'il faut trouver qu'est-ce que le coach offre. Puis comme tu dis, de regarder c'est quoi le genre de type d'athlète qui coach, ça donne une bonne idée. Mais oser te demander, c'est quoi ton focus? Toi, c'est quoi ton athlète idéal? Puis il va vous le dire. C'est clair, c'est sûr que tout le monde l'a. Puis ça va vous donner une idée. Oh, OK, je me reconnais là-dedans ou je me reconnais pas là-dedans. J'aide des coureurs qui veulent passer de 3,30 à 3,25 minutes du kilomètre. Ouais, c'est ça. Bye! Ouais, puis tu le dis que ça t'intéresse pas, mais je pense d'emblée, c'est clair que même juste par notre mission, par le podcast, qu'on est beaucoup plus dans aider les gens à débuter juste au niveau valeur, comme ce qu'on veut propager que de parler de performance ou de distance. De toute façon, je parle au travers de mon chapeau, mais ça doit quand même être dur de coacher quelqu'un à faire un 160 km quand toi, le maximum que tu as fait, c'est 42. Je veux dire, comme de comprendre, de ne pas l'avoir fait. Je ne dis pas que ça se fait pas, mais ça doit quand même être un petit peu plus dur de comprendre les difficultés, puis de ne pas avoir passé par là, puis même juste d'avoir la confiance, que l'autre personne ait confiance en toi, de dire, il va-tu m'amener, là? Parce que tu parles de confiance des deux bords tantôt. Il y a aussi la confiance de est-ce que mon athlète est capable de réaliser ça? Parce que si tu arrives avec un objectif puis tu dis, je veux passer de 6 minutes du kilomètre à 2 minutes 30 du kilomètre, faut que le coach ait quand même confiance en est-ce que toi, tu peux le faire? C'est bien beau, moi, je peux te donner le programme pour le faire, mais si je n'ai pas confiance que tu vas le faire, je vais perdre l'intérêt de toute façon. Je veux dire, c'est sûr que je peux bien prendre ton argent, mais tu le feras pas. Là, ça n'arrivera pas ou comme be my guest. Là, ben, tu l'avais raconté récemment que dans ta première année, ton premier marathon, tu voulais en faire 2, puis ton coach te dit fais-en un, fais un demi, ça va être plus judicieux, mais ça, c'est un conseil avisé parce qu'il te connaît, puis là, il t'a donné un objectif qui était pas mal plus réaliste. Là. Puis il a confiance que ça, je vais le faire. Parce que l'autre, sûrement que ça découle de ça se pourrait que tu le fasses pas. Ah, c'est ça. Fait que je pense qu'on a fait quand même un bon tour. En wrap-up, là, ce que je pourrais dire, prenez votre coach le plus tôt possible. Si ça vous intéresse, attendez pas d'être en forme pour vous mettre en forme. Là, finalement, attendez pas trop tard. C'est quelqu'un qui peut vous aider énormément dans les débuts de course. Puis pour faire du lien avec ce qu'on vient tout juste de dire, il n'y a pas de mal non plus à changer de coach à un moment donné dans votre vie d'athlète que si au départ, vous avez un coach qui va vraiment être bon pour des débutants puis vous amener, puis à un moment donné, ça va se raffiner, vos objectifs vont peut-être changer,
Puis, encore une fois, là, peut-être que même votre coach va vous dire hey, écoute, sais-tu, là, au niveau où tu es rendu, je suis peut-être plus la personne qui peut t'amener au prochain niveau. Par contre, j'ai un collègue où je peux te donner une référence pour la suite. Avec ça, il ne faut vraiment pas se gêner. Plus tôt possible. Puis, je pense que la seule autre chose que j'ai le goût de dire, c'est assurez-vous d'avoir une relation de confiance avec votre coach, puis le reste, ça va bien aller. Merci, M. Legault. Ça va bien aller. Ah, mon Dieu, je pensais pas aller là. On va mettre un arc-en-ciel sur la vignette de l'épisode. Pas game. Ah, t'as dit de quoi à nous plugger, Coach Bill? Oui, je suis dans la bouffe cette semaine. Je vais vous plugger les produits NAC. À pas confondre, là, récemment, là, j'ai parlé de NAAC, qui étaient des harnais de course pour chiens. Là, c'est vraiment NAC, N-A-A-K, qui est quand même assez connu, je pense. L'année passée, ils ont décroché un gros contrat où ils sont rendus partenaires nutrition officiel de l'UTMB, l'Ultra Trail du Mont-Blanc, pour toutes les courses de l'UTMB mondiale. Fait que c'est une compagnie québécoise, NAC, en passant, qui est née au départ avec des produits à base de poudre de grillon. Je pense que ça a un peu changé, mais ils sont vraiment dans des protéines durables. Ce qui est vraiment nice avec NAC, ils ont des bars, ils ont des gaufrettes. Maintenant, ils sont rendus avec des purées protéinées aussi, etc. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup leurs bars. Ils ont quelques saveurs. L'avantage qu'elles ont, ces bars-là, c'est pas comme une bâtante Quaker qui est granuleuse puis qu'on s'étouffe, là. Elle se mange bien en courant, puis elle reste souple même au froid. Parce qu'il y a certains gels ou jujubes que l'hiver, qui est notre réalité aussi au Québec, là, ça vient dur comme de la roche. Puis c'est pas le fun à prendre pendant une sortie en courant. Il faut le laisser réchauffer dans le coin de la joue. Puis en tout cas. Mais bref, les barnacs, eux, ne gèlent pas. Puis sont beaucoup plus faciles à manger. Ils restent relativement souples. Puis ils se mangent bien l'hiver. Moi, j'ai goûté aux gaufrettes. Ils étaient très bonnes. Quelle saveur t'as goûté? Miel, je sais pas. Possible. Je me souviens pas vraiment. Ce que je me souviens, c'était très bon. Puis c'est rien contre le produit, sauf que j'avais comme oublié de m'amener de la nourriture. Fait que j'avais comme pas mangé, j'avais déjeuné. Fait que j'étais vraiment affamé. Je faisais un 32, puis j'ai comme mangé après 24. Fait que ça a pas super bien passé. Mais c'est plus le fait que mon corps était déshydraté que j'ai comme attendu trop longtemps avant d'intégrer de la nourriture dans le mélange. Il faisait chaud et tout. Mais je me souviens que le goût était très, très bon. Toi, Coach Frank, as-tu quelque chose à nous plugger cette semaine? Yes, sir! Ben, je l'avais. Ça m'a fait penser à ça quand tu as parlé de ton manteau. En fait, j'ai changé ma plug quand tu as parlé de ça parce que j'en avais glissé un mot dans courir l'hiver, puis je l'avais coupé, mais j'ai un de mes chums qui manque pas d'argent, puis qui a commencé à courir avec moi, puis il courait toujours avec un hoodie, tu sais, puis avec les vieux pantalons Adidas. Fait que ça me faisait rire. Et à force de. Puis là, je me disais, à un moment donné, il va aller s'acheter des vêtements, mais ça perdure dans le temps. Fait que ça faisait déjà 2 ans. Puis il y a toujours le même suit avec une tuque genre North Face orange. Comme, tu sais, le suit quand tu commences à courir, puis que t'es pas un coureur, puis que tout le monde te regarde comme t'es pas un coureur. Fait que ce que j'ai fait, c'est que quand je vais courir avec, j'ai commencé à m'habiller comme ça. Et éventuellement, tu sais, comme pour être habillé comme lui. Et éventuellement, j'ai commencé à aimer ça. Donc, cet hiver, ça fait plusieurs sorties que je sors en hoodie puis en tuque orange. C'est ça. Puis ça m'a donné envie, ça fait un bout là, que je fantasme là-dessus, de partir un brand de linge technique, mais que le look est plus à la Rocky des années 90, quand les gens couraient en vrai jogging. Puis j'ai déjà comme vu que son nom c'est Gerardo pour pas le nommer, ben j'ai déjà le brand qui s'appelle The Original Jerry's. Fait qu'un jour, on va peut-être voir plein de Rocky courir dans les rues, puis je vais être l'instigateur de ce brand-là. Fait que je plug ça. Fait que tu nous plugues un produit en devenir qui n'existe même pas encore. Exact. Okay. Puis un petit conseil parce que tu en as parlé. J'ai toujours un hoodie dans mon sac, dans ma valise d'auto. Fait que ça vient un petit peu de ton idée de chaussure. Puis, tu sais, souvent, tu arrives à quelque part, il y a un feu le soir, l'été, quoi que ce soit. Fait que ça peut être aussi un bon conseil d'avoir ça, d'avoir un hoodie, un coton ouaté, un vieux coton ouaté. Je l'ai comme vraiment compressé d'un Ziploc storage. Là, fait qu'il est dans le fond de la valise, mais je sais qu'il ne va pas sentir le gaz ou peu importe.
Fait que dans un cas comme toi qui a manqué de vêtements, ben, je saurais que dans l'auto, j'ai au moins ça. Peut-être pas pour un moins 30, mais un moins 5, ça pourrait être correct pour aller courir avec juste le hoodie que j'ai dans l'auto. Fait qu'un petit conseil à donner aux gens. Ben, j'aime beaucoup ton idée là, parce que là, ça va à l'encontre de tout ce qu'on a dit dans courir l'hiver, de ne pas mettre de coton pour pas geler, puis d'avoir les bons vêtements, mais de faire quelque chose de look comme ça en technique, ça serait malade. Ouais, j'aimerais vraiment ça mettre ça au monde. Fait que je lance l'idée aujourd'hui. Je lance l'idée at large. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va nous contacter pour le faire. Petit conseil, moi je mets une sous-couche en mérino, un polar en dessous. Fait que ça reste quand même. Oui, ça vient pesant et mouillé, mais j'ai pas froid. Fait que je combine technique et celle-là. Fait que celle-là, c'est comme vraiment ma couche par-dessus. Puis il y a quelque chose de le fun parce que c'est pesant. C'est comme, je sais que ça va avoir de l'air maso, mais il y a quelque chose que j'aime là-dedans parce que c'est vraiment un gros hoodie pesant. Fait qu'on dirait qu'on est habitué de courir léger, puis on dirait qu'il y a quelque chose de réconfortant qui est toi d'avoir ce gros hoodie-là par-dessus. Eh bien, beau partage. Sur ça, qu'est-ce qu'on dit à nos auditeurs? Bonne course! Ici Coach Frank. Avant de vous quitter, si vous avez aimé cet épisode, une bonne façon de nous aider, c'est de partager cet épisode avec un ami. Bien sûr, vous inscrire au podcast, nous laisser un review 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts ou Spotify serait énormément apprécié. Hey guys, like and subscribe.